Je voudrais, avant d'y répondre, revenir sur l'exposé de Sébastien. À un moment donné, le dernier intervenant, il a dit qu'est-ce qu'il faut élaborer et qu'est-ce qu'il faut faire. Dans tout votre exposé, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'en passant de la France à la Chine, ça va régler le problème? Parce que quand il y a une loi fondamentale, moi j'ai vu la morsure hegelienne, ce qu'on appelle la morsure hegelienne, pour ne pas dire la morsure marxiste. Tu vois, cette morsure-là, Marx a découvert une chose que moi que je considère comme le théorème de Pythagore. Marx a découvert la contradiction entre le capital et le travail. Marx a découvert la mise en valeur du capital. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans les pays africains, c'est pour mettre en valeur le capital. Dans le conflit aujourd'hui, le coronavirus, la France, grand pays, a pendant très longtemps, pour des raisons de contradiction entre le capital et le travail, dans les hôpitaux, ils ont demandé la rentabilité. Il faut chasser les infirmières, il faut chasser tout le personnel ou paramédical. Et aujourd'hui, la France est en crise. Et le problème de l'épidémie va se développer. Ils n'ont pas assez d'infirmières dans les urgences. Tout simplement parce que pour rentabiliser le capital, ils ont réduit le maximum d'infirmières et le maximum de personnel médicaux et paramédicaux. Aujourd'hui, ils sont obligés de payer ça. La France est très en avance sur l'industrie pharmaceutique. Mais au lieu de les produire ici, ils se sont rendus compte que la Chine, la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Pour se faire des économies, ils vont produire ces médicaments. Mais c'est quand même incroyable que 80% des médicaments de la France sont produits en Chine. Que 70% du textile, un grand pays qui est la France, est produit. Ça, c'est la logique du capital. Donc j'ai eu cette morsure hegelienne ou cette morsure marxiste. Je suis un peu peut-être poussiéreux, mais il faut revenir à ces fondamentaux-là. La contradiction entre le capital et le travail, c'est ce qu'on voit au niveau des gilets jaunes, c'est la même règle. C'est ce qu'on voit au niveau de la retraite. Les retraites, pourquoi le gouvernement hésite? Le gouvernement est un gouvernement qui est là pour les intérêts du capital. Et c'est ce que j'ai senti que ça manquait au niveau du raisonnement. Et si aujourd'hui l'économie chinoise a été transformée en une économie libérale, ça va obéir à la même dynamique, au même paradigme. On ne va pas avancer par rapport à ça. Je voudrais revenir à la question que vous aviez posée en disant pourquoi autant d'argent investi dans le pétrole, etc. L'argent n'est pas investi au niveau de l'exploration. L'exploration, il faut 50 millions de dollars. Le gouvernement du Sénégal en tant que pays n'investit pas. Parce que 51 millions de dollars avec 1% sur 5, une chance sur 5 de découvrir quelque chose, bon, la plupart des pays producteurs du pétrole ne s'investissent pas. Ils vont prendre un code pétrolier qui attire les investisseurs, mais c'est les investisseurs et qui prennent l'essentiel des risques. Donc, par rapport à ça, on ne va pas prendre 50 millions de dollars, le mettre dans l'exploration du pétrole, alors qu'à Saint-Louis, tous les ans, il y a 70 femmes qui meurent en donnant la vie. Donc, on n'intervient pas à ce niveau-là. Et je voudrais revenir sur une question qui a été posée ici, le problème du Gabon. Le Gabon produit plus de pétrole et de gaz que les Émirats arabes unis. Plus. Mais va au Gabon, va à Dubaï, va à Abu Dhabi. Vous verrez la différence. Parce qu'au Gabon, il y a F qui est là depuis Général de Gaulle. La mainmise d'une puissance occidentale qui s'appelle la France sur les richesses naturelles et du Gabon. Ça va être exactement la même chose pour le Sénégal. Et déjà, si vous allez aux Almadies, il y a un bâtiment
9 flambants qui n'étaient pas là-bas il y a 6 mois, mais Total est en train de s'installer. Si on y prend garde, ça va être exactement la même chose. On va avoir du pétrole et du gaz, mais c'est la France qui va en profiter. Quand il y a eu un débat à propos des gilets jaunes sur les taxes, etc., comment on appelle ça? Mais je me suis dit que mais la France ne produit pas de pétrole. Si la France ne bénéficiait pas du pétrole de ses anciennes colonies, mais le pétrole, l'essence, aurait été beaucoup plus cher que ça. Et je me rappelle cette fameuse phrase de Mouragé, qui disait que Blamay Délègue Munan, le thé anglais. Mouni, j'ai visité toute la Grande-Bretagne. Je n'ai pas vu un seul arbre de thé. Donc, où est-ce que les Anglais, ils ont produit ce thé-là? Ils prennent le thé de l'Inde et ils mettent le thé anglais. Et je crois que c'est des questions qui m'ont été posées. Et pour revenir au Botswana. Et là, je pose un problème d'éthique et un problème de principe. Le Botswana, petit pays, depuis 37 ans, a le meilleur taux de croissance du monde. Parce que simplement, ils sont à la tête de l'état des gens. Moro, le président du Botswana a découvert du pétrole, si que entre le Bumo Amon, ils ont découvert soit le pétrole, soit de l'or. Mais lui, il a dit que ce pétrole-là et ce ton-là ne lui appartiennent pas. Appartient au peuple botswanais. Au Sénégal, ceci est inscrit dans la Constitution. Si aujourd'hui on découvre quelque chose dans l'une de vos maisons, ça ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple sénégalais. Ça a été inscrit dans la Constitution. Par contre, aux États-Unis, si on découvre quelque chose dans ta propre maison, c'est quelque chose qui appartient à toi. Donc, selon les pays, les législations diffèrent. C'est les questions qui m'ont été posées. Et je voulais simplement, pour conclure, dans la même ordre d'idée, on a demandé tout à l'heure pourquoi on ne peut pas faire les autres, pourquoi ça pêche. Jean Jaurès a dit une chose qui est extrêmement importante. Définir la République est un contrat de confiance. Un contrat de confiance entre l'État et le citoyen. Si ce contrat-là, cette confiance est rompue, c'est terminé. C'est ce qui arrive aujourd'hui à la France. Il y a une rupture du contrat de confiance entre l'exécutif et le peuple, les gilets jaunes et tout ce qui se passe depuis 1 an. Et Macron, le pauvre Macron, ne comprend pas ce qu'il lui a dit. Il croyait qu'il fallait être brillant, les grandes écoles, mais quand même, c'est incroyable. C'est la crème de la crème. C'est les majors des majors. Il est sorti de l'inspection des finances. Il était à la Cour des comptes. Président de la République et Premier ministre. Ils ont cru qu'il fallait être brillant. Tu fais des exploits, tu allais s'en sortir. Mais le contrat de confiance a été rompu. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on peut décider. Si j'étais à la place de Macron, j'aurais fait comme François Hollande, décider de ne pas aller aux élections présidentielles prochaines. Merci. Merci pour ces clarifications. Donc, je m'en vais également me livrer à la même exercice. Un exercice qui n'est pas du tout aisé parce que c'est des questions ouvertes. Effectivement, vous me demandez si, déjà, Madame Lee, qui est l'auteur de la question, est-ce qu'il ne faudrait pas définir notre propre stratégie? Si vous avez bien suivi mon raisonnement, c'est tout le sens de vos propos. Je pense que notre ami Youssoufa a parlé tout à l'heure. En 2011 déjà, on avait lancé un think tank, un laboratoire d'idées. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, certes, nous pouvons nous référer des meilleures pratiques qui se font dans le monde, un peu partout,
comme l'a dit l'honorable député tout à l'heure, il faut regarder les modèles qui marchent bien, essayer de recenser, de lister les meilleures pratiques. Mais il nous appartient, nous seuls, de trouver des solutions. Pourquoi je vous ai dit que je ne crois pas à ces projets, c'est des labels qu'on appelle émergence et autres. Peu importe, l'essentiel, comme l'a dit l'honorable député, il a bien compris, l'essentiel c'est un prétexte. C'est pour nous, même une formulation qui fait polémique, il faut y venir. Ça alimente le débat. Et c'était l'objectif, c'est attendre. Pourquoi nous devons élaborer notre propre pensée? Quand vous regardez aujourd'hui, il l'a dit, tous les pays africains ont leur projet, Sénégal émergent, Gabon émergent et autres. Moi, dans le cadre de mon parti, quand on a créé le parti, on a créé un laboratoire d'idées extérieur. Nous avons fait le lancement à la place du souvenir, un institut qu'on avait appelé l'Institut social libéral. Quand on y siège, on n'est pas en tant que membre du parti, mais on vient en tant qu'expert. Ce qui veut dire que aussi c'est ouvert à tous les autres. Je suis convaincu qu'il fallait le faire là-bas. Il fallait le faire aussi dans la diaspora. Nous avons fait le lancement il y a 1 an de cela. Je vois Adam en face, il était avec nous à Paris 2, à l'amphithéâtre où on a fait le lancement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, et ça rejoint la question posée par Youssoufa, le problème de l'Afrique, c'est qu'on a deux mondes qui coexistent mais qui ne collaborent pas. Moi, j'ai la chance d'être un praticien, un avocat qui travaille tous les jours de manière pragmatique et concrète, mais aussi j'enseigne et je suis dans la recherche d'une certaine manière. C'est ce qui m'a amené aussi à l'université. Tous les masters de relations internationales qu'on a fait ou autres, quand on m'aidait, j'ai dit qu'il fallait prendre autant de théoriciens que de praticiens. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que les gens soient dans l'approche académique, mais aussi, comme les philosophes, ça n'a de sens et de signification que lorsque on peut le mettre en œuvre. C'est très bien, comme disait Youssoufa, d'avoir des bonnes idées, mais c'est encore mieux de les transformer en action. Tout le problème de l'Afrique, c'est ça. Pendant toutes ces années, nous avons donc peut-être réfléchi, beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la réflexion, c'est le temps de l'action. Le temps de l'action, aujourd'hui, les Sénégalais ou les Gabonais, ce qui importe pour eux, ce n'est plus même votre coloration politique. C'est qu'ils ont des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Quelles sont les solutions concrètes et pratiques, opérationnelles que vous allez apporter? Et ça pose la question de la recherche fondamentale. Ce qui veut dire, tout à l'heure, comme je disais, madame, dans mon propos, c'est très bien aujourd'hui qu'on ait un élargissement de l'offre de partenariat. Sébastien l'a bien exprimé. Aujourd'hui, la Chine arrive à réaliser des choses en quelques années que le partenariat avec l'Amérique ou l'Europe du Nord n'a pas permis en 50 ans. Ça, c'est évident. Et c'est des choses qui sont essentielles. La politique, la mobilité, on ne peut pas parler, par exemple, d'intégration africaine. Il y a l'interconnectivité qui est fondamentale. Il faut que les hommes puissent circuler. Il n'y peut pas y avoir de commerce sans mobilité. Donc, c'est illusoire. Mais en même temps, pourquoi j'ai identifié ces 3 priorités? Parce que je suis sénégalais, il l'a dit, nous avons grandi à Pékin, nous connaissons quelles sont les difficultés aujourd'hui face auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Bien qu'ayant passé 20 ans à Paris, il n'en demeure pas moins rien de ce qui se passe au Sénégal étranger. Et aujourd'hui, tout ça, je pense, pour nous, toutes les personnes qui sont dans la salle, qui ont des spécialités différentes, c'est une force qui nous permet aujourd'hui de penser et d'agir par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale nous avait proposé les programmes d'ajustement structurel. Et ces programmes, ces experts partis une fois à la retraite, certains même ont écrit des livres pour s'excuser en disant qu'à cause des programmes qu'on a imposés, il y a eu, à partir des années 90, des implosions au niveau des États qui ont amené à des guerres civiles et des milliers de morts.
Et pourtant, comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, un même cabinet écrit des programmes, Gabon émergent, Burkina émergent, Sénégal émergent, le vend aux mêmes États qui achètent à coups de milliards, qui prennent par exemple des services après-vente comme mon confrère Tony Blair, qui travaille pour ce cabinet, qui va venir vous voir, vous dire que bravo, vous avez acheté le bon programme. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Moi, je me dis que Youssoufa, comme il a parlé, ou moi, ou Dambeng qui vient de parler, avec bien sûr tout ce qui est proposé, comme je disais, il faut oser aussi se référer à ce qui a marché ailleurs, comme il l'a dit Sébastien. Donc il faut avoir l'humilité d'aller s'informer, comme il l'a dit, d'aller apprendre, d'aller meilleure pratique d'une certaine manière. À partir de là, nous, l'avantage que nous avons quand on force nous-mêmes les programmes, c'est qu'on a le savoir-faire technique, mais on maîtrise quelque chose que non-sénégalais ne pourra pas maîtriser, c'est la logique locale. Tout de suite, on n'a pas besoin de 30 ans ou 10 ans d'application pour dire que ça, laisse tomber, ça ne marchera pas à Pikine, ça ne marchera pas à Guédiawaye. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe comment va s'appeler Sénégal émergent, convergent ou autre, moi ce que je veux, c'est qu'on n'ait plus un Sénégal où l'on meurt parce qu'on n'a pas d'argent. C'est scandaleux. Personne ne va mourir parce que vous n'avez pas d'argent. Et pourtant, on sait aujourd'hui, effectivement, que c'est la priorité des priorités. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la santé. Si vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas vous former. Vous ne pouvez pas être un capital humain. Vous ne pouvez pas être viable. Vous ne pouvez pas avoir la rentabilité. Je ne dis pas qu'une infrastructure n'est pas nécessaire, mais il faut prioriser. Et il faut aussi équilibrer d'une certaine manière. Moi, je le dis parce que si vous prenez par exemple l'histoire du train express qui agite aujourd'hui le débat au Sénégal, j'ai réagi parce que l'ambassadeur a dit que le train ne va pas rouler et il y a des officiels qui se roulent par terre comme tel un enfant qui découvre un jouet de Noël. Il faut que ça marche tout de suite. Mais il suffit de regarder le trajet pour voir que certaines agglomérations que le train va traverser, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, ici en France, il y a quelque chose qui est fondamental et que je mets en œuvre dans ma profession d'avocat, c'est l'obligation de sécurité. Donc, une multinationale sérieuse ne peut pas vous laisser faire rouler un train parce que tout simplement, Macky Sall décide. Le train doit rouler quand les conditions sont remplies. On n'a pas assez de ponts. Et il faut se rendre à l'évidence. Et ça aussi, c'est là où les Sénégalais, comme il l'a dit, moi, des fois, je ne suis pas d'accord avec la masse, parce que ce n'est pas parce que l'ambassadeur a parlé qu'il faut tout de suite taper, parce que c'est dans l'air du temps pour dire que, voilà, on est. Et là, ça me permet de répondre aussi par rapport à la mondialisation, qu'est-ce qu'on peut y tirer? Vous l'avez posé une deuxième question, bon, je réponds beaucoup parce qu'il y a la possibilité d'un certain nombre de trucs. Par exemple, je vous donne l'exemple d'Auchan. Aujourd'hui, l'accord de coopération sur la liberté d'établissement, la convention de 1974, qui permet à Auchan d'être au Sénégal, c'est cet même accord qui m'a permis, quand j'ai terminé mes études ici en France, en ayant juste le diplôme d'avocat, sans prendre la nationalité française, d'être avocat au barreau de Paris. D'accord? Alors, ceux qui se réveillent pour dire Auchan dégage, après ils vont dire Tine dégage. Ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes tous quand même en France. Nous avons peut-être eu la formation ici. Maintenant, chacun de nous, peut-être des immigrés, fait nourrir 10 personnes. Si par exemple vous dégagez toutes les sociétés et qu'ils nous dégagent tous, alors où va le Sénégal? Et pourtant chaque fois on dit que c'est une force. Donc il faut savoir respecter. Aujourd'hui, ce n'est même pas des questions qu'il faut poser, parce que quand le Front National dit que les immigrés dehors, là-bas aussi, nous, ne serait-ce que par essence, on ne peut pas. Par contre, il faut se dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est les nationaux qui vont là-bas. Parce qu'ils sont dans la logique, c'est la logique du capital. Ils cherchent les opportunités. L'Afrique est aujourd'hui devenue terre d'opportunités. Ils y vont. Maintenant, quand vous arrivez, mais dans une boutique Auchan, il y a 10 personnes qui y travaillent. C'est les Sénégalais. Quand vous achetez chez Auchan, mais vous payez une TVA, 5% ou je ne sais pas combien, et ensuite, il va payer l'impôt sur les sociétés. 40% de ce que vous achetez reste au trésor public d'une certaine manière, et ça permet de vivre. Par contre, aujourd'hui, les règles du commerce international sont telles que personne ne peut dégager, personne. Donc c'est un débat qui ne nous mènera nulle part.
Il faut être pragmatique, comme disait You. Comment faire de sorte que, au champ qui est là, qui fait travailler 10 personnes, il y a les manutentionnaires, ils payent les impôts, comment on peut s'agreffer, donc greffer en tout cas la production locale pour que les producteurs puissent nouer un partenariat qui nous permettra d'émerger si on veut amener le Sénégal. Il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays aussi qui ont le pétrole. Regarde le Venezuela, son attitude de défiance ne l'a amené nulle part aujourd'hui. Le Venezuela, malgré son pétrole, est resté par terre parce qu'il est bloqué. Moi, ce que je veux, c'est une approche pragmatique pour amener le Sénégal de l'avant. Et c'est là où je rejoins donc l'honorable député. Il faut dépassionner le débat sur le pétrole. L'histoire, personne ne m'a entendu me prononcer sur ça parce que tout simplement, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Aujourd'hui, BP ou Total, c'est moi qui vous le dis, Macky Sall, tôt ou tard, va quitter le pouvoir. Et peut-être même il peut le quitter avant 2024. Le Sénégal nous appartient, nous Sénégalais. Une multinationale qui est là-bas, qui veut travailler, va devoir respecter les mêmes conditions qu'ici. Aujourd'hui, combien de personnes sont poursuivies ici en France, des compagnies, pour corruption à un agent public étranger? Donc il n'y a rien d'irrémédiable. On sait exactement ce qu'il va falloir faire pour remédier au truc. Mais le moment venu, il y a 2 semaines, j'étais avec l'ancien président Abdoulaye Wade, on a parlé du pétrole, on m'a présenté aussi ailleurs le dernier contrat, où effectivement Total prend toute la côte Saint-Lucien, on va dire, avec Kayar et tout ça. Mais nous, au lieu d'appeler les Sénégalais, notre responsabilité, c'est de les rassurer. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas gérer. Et le pétrole, nous devons tout faire et nous avons la capacité de le faire pour que ce ne soit pas une malédiction, mais une bénédiction. On n'a jamais espéré, ne serait-ce qu'une fois, qu'on va découvrir du pétrole et du gaz. Donc ça doit être l'occasion historique pour nous de gagner des années en avance d'une certaine manière. Et là, ce que je suggérerais, parce que moi j'étais à l'ouverture du dialogue national, mais je n'ai pas participé aux travaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, le mois prochain, je serai là-bas chez les Norvégiens, Norvège. Je pense que c'est le modèle le plus élaboré pour la gestion du pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un fonds souverain. Un fonds souverain qui est là, qui achète et revend le pétrole et le gaz dans le monde. L'État, s'il a besoin, il va aller s'endetter là-bas. Une partie des profits est affectée à la réalisation des projets sociaux et éducatifs. Et le reste, même le pays, vit sur les intérêts. Parce que non seulement l'argent, d'une certaine manière, génère des intérêts, mais le fonds opère comme un opérateur économique. Il va faire des pistes de participation partout dans le monde. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir de l'argent qui va arriver sans même nous casser la tête. Et demain, par extraordinaire, l'État a besoin d'argent, il va venir, et c'est sous le contrôle du Parlement qui contrôle tout. Et là, je pense effectivement que nous pouvons nous former les expériences des uns et des autres, essayer de construire quelque chose qui nous va et qui nous permettra. Donc, voilà, donc d'émerger. Dernière question, M. Sissoko. Alors, l'éducation, le capital. C'est vrai. Mais moi, je voulais juste attirer l'attention, ce sera mon dernier mot, sur l'éducation. Nous tous, nous sommes des produits du système sénégalais. Des gens comme Youssoufa, ils sont venus en France, c'est des brillants ingénieurs, parce qu'ils étaient les meilleurs de leur promotion, des bourses d'excellence. Allez, moi quand j'étais à la Cité internationale, tous mes amis, X, Mines, Polytechnique et tous les autres. Et pourtant, ces gens-là, pour arriver là où ils sont, il a fallu que l'État sénégalais les forme pendant 20 ans, leur donne 5 ans de bourse. Mais une fois que vous êtes diplômé, l'État ne se soucie même pas de ce que vous devenez. Ce qui veut dire qu'il forme des gens qui sont au service du développement de d'autres nations. Et je parle aussi de moi-même, même si par le pur des hasards, j'ai pu retourner à l'université, contribuer à la mise en place de formations, de centres de recherche et de travailler. Mais il n'y a pas une structuration étatique qui permet les conditions de retour. Dès lors, comment s'étonner qu'il y ait tout un monde, un hiatus entre le génie, les compétences des Sénégalais à travers le monde et le niveau de développement. Il faut finalement toute cette formation. Et ces gens-là, ils ne demandent qu'à revenir
ils sont intéressés par la vie de la nation. Mais aucun pouvoir public n'a essayé de organiser les conditions de retour. Ce qui veut dire que finalement, on a perdu 30 ans de formation. Et c'est pour ça, effectivement, je réponds à votre question, pourquoi depuis l'indépendance on forme et il n'y a rien? Parce qu'on ne se soucie même pas du retour, donc on n'est pas impacté. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais comme réponse. Merci. En fait, moi, le dernier mot que je veux dire, c'est, je pense que Saliou m'avait posé une question sur la connaissance ignorée. Je ne sais pas si je comprends le terme, mais il y a en fait un concept de connaissance ignorée en approche socio-constructiviste qui consiste en fait à dire que chaque individu a forcément quelque chose, chaque individu a forcément une connaissance et il suffit de réveiller cette connaissance-là. Et c'est ce qui a conduit par exemple les universités nord-américaines à adopter en fait des approches pédagogiques actives qui consistent à guider en fait les étudiants, les apprenants dans la co-construction des connaissances, ce qu'ils appellent en fait l'intelligence collective. Moi à la base, j'avais pas eu une formation en sciences de l'éducation. Il y a des personnes qui me connaissent ici, telles que Saliou, telles que Mansour depuis 10 ans. Moi j'ai fait une maîtrise en analyse financière ici à l'INSEC, Institut des sciences des hautes études en sciences économiques et commerciales. Je suis parti au Canada. J'ai décidé, après 2 ans de travail, de retourner aux études. J'ai fait d'abord une maîtrise en sciences de gestion, donc option environnement et développement durable dans des organisations. Je suis allé faire une autre maîtrise en sciences appliquées, option gestion durable des écosystèmes forestiers, et puis un doctorat en administration à l'université de Sherbrooke. Et je me souviens, quand je faisais mon doctorat en administration, la première rencontre d'évaluation que j'ai eue avec mon directeur de recherche, quand j'ai produit ma première synthèse, il me convoque, j'arrive, je m'assois, il me dit, Toumani, assis-toi. Je m'assois. Il me dit, vous avez étudié en Afrique ou en France? Je lui ai dit les deux. Il prend ma synthèse, il déchire. Il met dans la poubelle, il me dit, va reprendre. Il me dit, le système nord-américain, c'est 1 plus 1 égale 2, tu démontres et tu passes. Or, dans certains systèmes européens, généralement, c'est comme un conducteur. Vous conduisez une voiture, le policier vous arrête, où est-ce que vous allez, monsieur? Je ne sais pas. Cela m'a beaucoup inspiré en fait. Et au niveau que ce soit la maîtrise ou le doctorat, par exemple, une thèse de doctorat au Canada, vous produisez plus de 300 pages, vous n'aurez personne qui va vous la lire. Ni votre directeur, ni un membre de jury. Pourquoi? Parce qu'ils sont pragmatiques. Vous avez 5 chapitres à produire dans votre thèse. 1. Faites la mise en contexte du problème que vous voulez traiter. 2. Identifiez votre problématique et posez votre question de recherche. Ensuite, 3. Allez lire dans la littérature. Est-ce que le problème que je veux traiter a été déjà abordé par d'autres chercheurs? 3. Définissez votre méthodologie pour répondre à votre problématique. Présentez vos résultats et discutez de ces résultats. Voilà la démarche pragmatique des universités nord-américaines. Et cela contribue en fait à former des apprenants de façon très pointue. Et je me réjouis que tous les intervenants aient en fait abordé l'intérêt du capital humain. Et j'insiste là-dessus que aucun pays au monde ne saurait se développer sans le capital humain. Nous parlons peut-être des jours et des jours à discuter ici, mais
j'ai tellement beaucoup appris dans le système académique nord-américain que je suis devenu rebelle. Parce que même quand on me parle de partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine, je dis non. Le partenariat gagnant-gagnant n'existe pas. Je vais vous dire une chose. Le Canada, par exemple, la France est l'un des pays pionniers. Par exemple, dans le domaine du chemin de fer ferroviaire. Et le métro, la France est l'un des premiers pays à avoir inventé le métro. Et quand le Canada avait besoin du métro, ce sont les Français qui devraient leur fournir les premiers métros. Mais vous savez ce que les Canadiens ont exigé? Venez nous enseigner ici, chez nous-mêmes, comment on construit des métros. C'est ça qu'on appelle le transfert des connaissances. Et aujourd'hui, c'est Bombardier, une firme québécoise qui fournit maintenant les métros et les TGV à la France. Donc, c'est juste pour, encore une fois, discuter de cette pertinence de conditions gagnantes du partenariat entre la Chine et l'Afrique. Quand la Chine arrive en Afrique, vous voulez construire un stade. Ok, nous allons vous construire un stade. Mais vous ne savez pas comment ils construisent ce stade-là. On vous construit le stade et puis donnez-nous les ressources que nous voulons. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, encore une fois de plus, le capital humain est à la base de tout processus de développement. Et quand on parle de développement humain, quand on parle de développement, c'est le développement économique, c'est le développement social, c'est le civisme. Et ce que j'ai appris au Canada, j'avais donné l'exemple des élections. Un citoyen qui va, il s'inscrit sur la liste électorale, le jour même de l'élection, 5 minutes après, il va voter. Parce que les systèmes de la démocratie, l'éthique, la science morale et religieuse, et quand je parle de science religieuse, parce que c'est un cours obligatoire du primaire jusqu'à la fin du secondaire, la science religieuse, mais enseigné dans sa dimension morale. L'éthique est enseignée, la solidarité est enseignée. Et tout cela contribue en fait à former le citoyen capable de se comprendre et comprendre le monde dans lequel il vit. Et tous les pays qui se sont développés ont su identifier cette opportunité et cette exigence de développement du capital humain. Et même les pays qui ne se sont pas développés, tels que, par exemple, l'Iran n'est pas un pays émergent, la Corée du Sud n'est pas un pays émergent. Pourtant, ce sont les pays qui tiennent tête aux grandes puissances. Pourquoi? C'est grâce à l'éducation. Parce qu'ils ont compris très tôt que l'éducation est la première armée de défense d'un peuple. Et ils ont su s'orienter vers des axes tels que le nucléaire et l'intelligence artificielle. La Corée du Nord est l'un des meilleurs pays et l'un des pionniers en intelligence artificielle. Voilà pourquoi les États-Unis ne peuvent rien faire contre ce pays-là. Il y a juste un an, en 2019, ils ont réussi à blanchir le dollar américain sans qu'aucun expert américain ne puisse le détecter. Et la Banque centrale américaine n'a pu s'en rendre compte que quand ils ont compris que les billets qu'ils ont émis, normalement, ne pouvaient plus être en circulation. Et c'est là qu'ils ont compris que là, il y a problème. Il a fallu de très longues recherches pour comprendre finalement qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc, il y a eu quelque part un piratage. Et donc, pour que nous puissions en tout cas émerger, comme je l'ai dit, il nous faut impérativement investir dans l'éducation. Et l'investissement dans l'éducation ne signifie pas tout simplement construire plusieurs universités, construire plusieurs lycées ou collèges. Il s'agit d'investir dans la qualité de l'enseignement pour pouvoir produire en tout cas des compétences nécessaires et à tout point sur tous les plans. Donc le capital humain est incontournable. Et tant que l'Afrique ne l'aura pas compris, il est impossible que nous puissions d'une manière ou d'une autre aspirer à un développement quelconque.
Voilà la passion qui m'a animé aujourd'hui à laisser tous les autres domaines, mes champs de compétences en environnement, en gestion des écosystèmes forestiers, en administration et me concentrer. Mes recherches actuellement portent exclusivement sur l'éducation parce que c'est le pilier de tout développement humain et économique. Oui, alors on ne m'a pas posé de questions directement, mais je vais rebondir sur ce qui a été dit. La première chose, je pense, qui est intéressant de voir, c'est que quelque part, on a le même ennemi. Et moi, j'ai pas le virus, la morsure marxiste, hein, j'ai la morsure hamiltonienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alexander Hamilton, mais Alexander Hamilton, c'est l'homme qui a fait tomber l'Empire britannique au moment de la Révolution américaine. Et il a écrit 3 textes qui sont fondamentaux pour l'Afrique aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un auteur, je voulais montrer la photo tout à l'heure, c'est un économiste gabonais qui a écrit un livre qui s'appelle « Industrialiser l'Afrique avec les idées d'Hamilton », qui est très intéressant, où il montre, parce que Hamilton a écrit 3 écrits. Un qui s'appelle « Au sujet de la Banque nationale », Le deuxième texte, c'est « Au sujet du crédit public », et le troisième texte, c'est au sujet des manufactures. Et tant que l'Afrique, parce que si l'État ne contrôle pas la monnaie, il faut être clair, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et il ne faut pas confondre, et c'est là où peut-être je diverge, c'est qu'on confond souvent capitalisme et libéralisme financier. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un capitalisme industriel, un capitalisme humain, vous l'avez dit, qui est basé sur l'éducation, la recherche, la formation professionnelle, qui fait progresser une société. C'est du capitalisme industriel. Et il y a une libéralisation financière. Et la France, on a connu les 2 périodes. Et quand Hamilton crée la première banque nationale des États-Unis, c'est pour lancer un grand programme de manufacturing, le grand projet pour créer des manufactures. Parce que l'Empire britannique, à l'époque, empêche toutes ces colonies d'avoir accès à du crédit pour financer des infrastructures qui transforment leur pays, les matières premières évidemment. Le coton est exporté depuis l'Amérique jusqu'en Angleterre pour être transformé dans les industries anglaises. Toute la plus-value, elle est britannique. Pareil en Inde, pareil en Afrique, etc. Donc on est dans le même panier, je dirais, qui est plutôt un combat non pas entre capitalisme et marxisme, mais entre développement humain et libéralisme financier. Et c'est très intéressant parce que je discutais avec l'auteur de ce livre, et il m'a fait faire une découverte assez sympathique, puisque après le congrès de Berlin, la France et ses amis se partagent le continent africain, et on va imposer par l'éducation nos ancêtres les Gaulois, la République française, et tout ça, et on va interdire aux Africains de parler leur langue locale, leur patois. Bon, c'est très choquant. Sauf qu'au même moment en France, vous avez la République de Jules Ferry, qui instaure en France l'interdiction pour tous les Français de parler également leur patois. Et on tape sur les élèves qui dans la cour de récréation parlent leur patois, l'occitan, le picard, le ch'ti, tout ce que vous voulez, ils sont tapés, on leur tape sur la tête jusqu'à temps qu'ils oublient leur propre langue. C'est-à-dire qu'au même moment, on fait aux Africains ce qu'on fait aux Français. Et ça c'est très intéressant et c'est très révélateur de ce qu'est une oligarchie, quelque part, parce qu'elle ne pense pas en termes de coloniser les colons. Elle pense en termes de comment manipuler un maximum d'êtres humains pour en tirer une rente financière maximum. Et évidemment, le capitalisme industriel, ça ne va pas dans son sens. Parce que pour une société qui est basée sur le nucléaire, sur la recherche, sur le spatial, il faut des gens éduqués. Et les gens éduqués, en général, politiquement, ils ne se laissent plus faire. Donc ça, c'est un grand danger. C'est pour ça qu'on a désindustrialisé petit à petit l'Occident. Qu'on a été fabriquer des choses où les Chinois sont moins chers. Sauf que les Chinois, excusez-moi de le dire, je ne devrais peut-être pas le dire comme ça, ont été un petit peu moins bêtes que les Africains. Quand Schneider s'est installé dans les années 70 en Chine et toutes les grosses boîtes françaises, la Chine a imposé un transfert de technologie. La Chine a dit, vous venez, mais vous allez nous former, en effet, à développer ce type de choses. C'est ce qu'a fait le Kenya sur le transfert ferroviaire. Le problème, c'est l'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit dans mon propos, n'a pas de dirigeants qui veulent développer leur pays. Point barre. Il y a d'autres dirigeants, le président égyptien fait ça, le président kenyan fait ça, le tanzanien. Il y a des pays qui savent ce qu'ils veulent pour leur pays.
D'ailleurs, le Kenya vient de mettre en place un agenda qui n'est pas un plan émergence XX, qui est l'agenda, ce qu'on appelle le Big Four Manufacturing, qui est un agenda pour transformer toutes les matières du pays, textiles, ressources minières, etc., tout ce qu'ils ont, pour que tout soit fait par des sociétés kenyanes, qui s'appelle l'agenda Big Four. Donc il y a, et explicitement, il se revendique d'Hamilton. Donc voilà, c'est pour lancer une polémique entre les marxistes, les capitalistes, etc. Adam Smith, vous savez qu'on enseigne encore aujourd'hui dans les grandes écoles économiques. Adam Smith était un agent de l'Empire britannique, envoyé aux États-Unis juste après la Révolution avec son livre La richesse des nations, en disant « Oh là là là, l'État ne doit surtout pas intervenir dans l'économie, surtout pas. L'homme fuit la douleur, recherche le plaisir, donc tout le monde va rechercher le plaisir, et on va avoir le plaisir et le bonheur universel pour tous, c'est la main invisible, laissez faire, laissez circuler, il n'y a rien à voir. » C'est une mysterie. Et qu'on enseigne ça encore aujourd'hui dans les écoles françaises à Adam Smith comme un économiste, moi ça me fait rigoler. Ça me fait beaucoup rigoler. Dernier point sur la décadence et l'hypocrisie de l'Occident aujourd'hui, et je pense que c'est révélateur de ce qui se passe. Quand j'étais en Angola, il y avait un intervenant de la Banque mondiale. Et le terme à la mode aujourd'hui que vous allez entendre partout, c'est le leapfrogging. Leapfrogging. L'Afrique va faire un leapfrogging. Elle n'a pas besoin de passer toutes les étapes qu'ont passé la Chine, l'Inde, etc. Leapfrogging. Et donc, ils font ça. Et donc, le gars de la Banque mondiale en Angola propose une 4e